Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le moment de scruter l'actualité du pays. Donc voici le sommaire. Adoption d'un accord de près de 5 millions de dollars à US par les conseils nationaux. L'ITFC, une filiale de la Banque islamique de développement, accompagne la Guinée dans l'amélioration du système sanitaire par la lutte contre le Covid-19. L'accès à l'eau potable dans certaines régions du pays reste difficile. Pour répondre aux besoins de la population, une rencontre se tient à Conakry pour faciliter l'approvisionnement en eau potable dans les localités de Zérékoré, Lola et Yomo. Religion, 517 jeunes de la commission diocésaine de la jeunesse de Conakry formés sur les principes de la Bible, la famille, le respect de l'être humain et la promotion de la paix. Voilà, nous ouvrons ce journal sur ce message départ adressé à son Excellence M. Mahamat Idriss Déby, président de la République du Tchad. Excellence, Monsieur le Président, à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de la date nationale de la République du Tchad, il me plaît d'adresser au peuple, au gouvernement tchadien et à votre Excellence les vives et chaleureuses félicitations du peuple, du gouvernement guinéen ainsi que les miennes propres. Je saisis cette opportunité pour vous rassurer de ma volonté et celle du gouvernement guinéen de renforcer et de diversifier les relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent nos deux pays, en vous souhaitant mes vœux d'excellente santé et ceux de bonheur et de prospérité pour le peuple frère tchadien. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Conakry, le 11 août 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. L'inspection générale de l'OTA a officiellement remis au président de la transition son rapport sur la gouvernance et la reddition des comptes. Le document dresse le bilan des paramètres liés aux actions de gestion vertueuse de la chose publique. Ansoumani Toumani Kamara. C'est une première en Guinée. Le rapport sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes est fait. Il est remis au chef de l'État ce jeudi 11 août 2022. C'est encore l'une des matérialisations de la volonté ardente du président de la transition à instituer une gestion vertueuse de la chose publique en Guinée. L'IGE, en tant qu'institution supérieure de contrôle de l'ordre administratif, placée sous l'autorité directe du président de la République, est tenu de lui présenter un rapport sur l'état de la gouvernance et la reddition des comptes. Ce rapport récapitule les moments forts des activités de contrôle déroulées par l'IGE au cours de l'année écoulée. Il revient sur les anomalies les plus significatives identifiées par l'institution dans la gestion publique pendant l'exercice budgétaire. Ce rapport de 45 pages récapitule 14 missions d'inspection dans plusieurs structures de l'administration publique et privée du pays. Elles ont été menées sur le terrain par les inspecteurs d'État. Ces juristes, économistes et comptables bénéficient de l'expertise d'autres spécialités dans l'accomplissement de leurs missions délicates. Le rapport couvre la période de 2021 et porte sur la gouvernance et la reddition des comptes. La gouvernance financière est l'ensemble des mesures qui sont prises pour permettre à l'administration d'avoir la certitude que les procédures mises en place à travers les textes juridiques, à travers les lois, à travers les décrets, à travers même les manières de procédure dans les sociétés publiques sont respectées. C'est le domaine de la gouvernance. Savoir que tout le monde respecte les procédures. La reddition des comptes relève du domaine des rapports que chaque gestionnaire des finances publiques doit faire. Quand vous vous engagez à gérer les finances de l'État, vous devez aussi savoir qu'en fin du processus, vous devez rendre compte de votre gestion. L'inspection générale d'État, rattachée à la présidence de la République, rend public ce rapport avec un double enjeu. D'abord, permettre aux citoyens de suivre
les actions de gestion de la chose publique, mais aussi de dresser la synthèse des constatations faites lors des vérifications. Cela afin d'améliorer la gouvernance publique. L'objectif est de laisser comprendre à tout le monde que les ressources publiques doivent servir aux objectifs pour lesquels elles ont été décaissées. Et si ce n'était pas le cas, ils se donneront le plaisir d'identifier les anomalies et de le transférer aux autorités judiciaires le cas échéant pour que des mesures soient prises pour que ce qui est sorti indûment soit retourné dans la caisse. C'est vraiment l'instrument par excellence pour qualifier la gouvernance et la moraliser de plus. Parce que ça permet aux autorités de savoir qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe de manière systématique. Donc c'est vraiment l'outil qui va nous permettre d'atteindre l'objectif que nous nous sommes assignés, améliorer la moralisation de la vie publique et sortir de ces cas de gabegie que nous avons connus en grand nombre. Le rapport 2021 sur l'état de gouvernance et la reddition des comptes se place ainsi comme un instrument à valeur de tableau de bord de la gestion publique. Sa disponibilité sur l'espace public vient confirmer l'engagement du colonel Mamadi Doumbouya à gérer en toute transparence les biens de l'État. Cela dit, la population a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, comment nos finances sont gérées, comment notre administration fonctionne, comment nos textes de loi sont suivis. Et c'est à cause de cela que nous avons rappelé au président que ces rapports devraient être distribués, mis à la disposition des populations. En recevant ce rapport, qui est une première dans l'histoire de la gouvernance guinéenne, le président de la transition a félicité l'inspection générale d'État pour la qualité du document. Le colonel Mamadi Doumbouya invite les inspecteurs d'État à poursuivre leur travail avec intégrité, impartialité et rigueur. Le président de la transition les a rassurés de son soutien total à traquer tout agent qui se sert de la chose publique comme un bien personnel. Le combat contre la mauvaise gouvernance se poursuivra sans répit. Déjà, sur le terrain, des inspections sont en cours au compte du rapport 2022 sur la gouvernance et la reddition des comptes. Après la remise de ce document au président de la transition par l'inspection générale d'État, direction le Palais du Peuple, les conseils nationaux ont adopté l'accord de prêt entre la République de Guinée et l'ITFC, une filiale de la Banque islamique de développement. Le montant va permettre de renforcer la lutte contre le coronavirus tout en améliorant le système sanitaire du pays. Clause et contours de cet accord de prêt avec Robert Siditono. Cet accord de prêt entre l'ITFC et la République de Guinée pour un montant de 5 millions de dollars US constitue ici la dernière tranche de financement du projet d'achat de vaccins Covid-19, de produits médicaux et d'équipements. Devant les enjeux de cet accord de prêt, les membres du CNT sont partis de plusieurs avantages pour adopter le texte de loi. Ce projet de financement, conforme aux principes de la finance islamique, soumis à notre appréciation, comporte 22 sections et 3 appendices, est mis à disposition aux conditionnalités ci-après. Le prix de vente sera composé du coût total de l'expédition plus une marge bénéficiaire de 2,5% par an. La durée de remboursement est fixée à 24 mois, dont, au 18e mois, 50% du principal plus 18 mois de marge bénéficiaire, au 24e mois, 50% du principal plus 24 mois de marge bénéficiaire. Présents à la séance plénière, les ministres du budget, de l'économie et des finances et celui de la santé ont respectivement apporté des précisions sur les clauses de cet accord. Ils ont par ailleurs rassuré de tout mettre en œuvre
pour la prise en compte des recommandations formulées par l'organe législatif de la transition. C'est en 2 temps qu'on doit rembourser. Le premier remboursement se fera à 18 mois à partir de maintenant et ce serait 50% du capital et les intérêts qui ont été calculés depuis la mise en place du financement jusqu'à 18 mois. La deuxième tranche, ce serait à 24 mois que nous allons faire le remboursement et nous n'allons payer que les intérêts sur la partie qui était restée avec nous à 24 mois. Les financements complémentaires qui sont soumis aujourd'hui à votre appréciation et à votre autorisation vont nous permettre de poursuivre l'effort et de pouvoir arriver aux objectifs que l'Organisation mondiale de la santé, d'un côté, l'Organisation ouest-africaine de la santé, l'OAS, qui est la branche santé de la CEDEAO, ont fixé aux pays de notre sous-région et aux pays de l'Afrique en termes de couverture vaccinale. Cet accord ratifié vient s'ajouter au précédent accord ratifié par le CNT au cours de cette session ordinaire de loi 2022. Comment promouvoir l'égalité de chance entre les hommes et les femmes? Autour de cette question, l'UNICEF vient d'engager la formation du caucus des femmes du CNT, ceci pour les aider à mieux comprendre la problématique du genre en vue de faciliter l'adoption des textes de loi et une budgétisation sensible au genre. Mamadi Ternakamisoko, reportage. Au Conseil national de transition, la dimension genre est au cœur des réformes engagées. Les 25 conseillères membres du caucus du CNT, élargi à quelques conseillers, sont à l'école de l'UNICEF. La question de la représentativité des femmes occupe toutes les attentions. L'objectif est d'outiller les participants à l'adoption des textes de loi et une budgétisation sensible au genre. Cette formation qui est prévue aujourd'hui a pour objectif de s'assurer que toutes ces femmes, les conseillères, y compris les champions qui sont des conseillers aussi et qui participent à la formation, maîtrisent les concepts et pourront systématiquement s'assurer que ces dimensions-là, dimension genre, dimension droit des enfants, que ces dimensions transparaissent et sont explicitement incluses dans les lois, dans les politiques et même au niveau de la budgétisation. Nous sommes au sein du CNT des profils assez différents, denses et variés et qu'on vient d'horizons différents. Donc profiter d'un renforcement de capacités dans des domaines comme le genre et la parité, comme je dis, qui sont encore d'actualité, sont vivement bienvenus. La Guinée ambitionne de bâtir une société juste qui offre une égalité de chances et la justice sociale à tous ses enfants. Cela passe par une forte participation des femmes dans tous les secteurs socio-économiques ainsi que dans les instances de prise de décision. L'espoir est permis avec l'accompagnement de nos partenaires comme l'UNICEF, comme d'autres institutions qui tapent à la porte du CNT. Nous savons que pendant cette transition qui concerne aussi la refondation de l'État va nous permettre de jouer à partir du CNT, qui est aujourd'hui l'organe législatif de la transition, d'aider à poser les textes de loi. Cette session de formation pourrait ainsi marquer le début d'un large plaidoyer qui sera prochainement porté par les femmes conseillères du CNT à l'échelle nationale. Pour une reprise effective de l'année scolaire 2022-2023, l'État guinéen pose des jalons avec le transfert des écoles SOS au ministère de l'enseignement préuniversitaire. 50 salles de classe sont disponibles pour le démarrage des cours. Abdul Aziz Baldé a suivi la signature du protocole de partenariat. C'est officiel. L'État guinéen est désormais seul responsable de la gestion des écoles SOS du pays. Cette signature de cession entre le ministre Guillaume Awing et le directeur national SOS Village, c'est l'accord dans l'allégresse. Près de 50 salles de classe avec des bibliothèques, des salles informatiques et autres terrains de sport sont transférés dans le patrimoine de l'État. Notre souhait à travers la signature de ce protocole est que les écoles transférées bénéficient d'une maintenance qui garantit un environnement propice à l'apprentissage pour les enfants. Que le personnel de l'État nécessaire soit affecté au niveau des 10 écoles pour
leur fonctionnement, en l'occurrence les écoles de Conakry. Que des instructions soient données pour que le comité de développement de l'école, prévu dans le protocole, soit opérationnel dès la rentrée scolaire 2022-2023. Ces écoles sont remises à un moment où le gouvernement guinéen est dans l'impérieuse nécessité de construire ou de rénover les salles de classe pour faire face à la pléthore dans les écoles. Ce qu'on peut vous promettre, nous allons tout faire, tout, parce que le bâtiment est là, l'infrastructure est là, la bibliothèque est là, les heures de jeu sont là, les salles de classe sont là, tout est prêt. Qu'est-ce qui n'est pas là? Ce sont les enseignants. Nous allons envoyer des enseignants, Inch'Allah, dans cette école. Nous allons imposer une administration ici. Les écoles SOS Village existent en Guinée depuis 1990, notamment à Zérékoré, Kankan et à Conakry. Ces différents établissements scolaires sont désormais accessibles à tous les enfants du pays, sans exception, dès l'ouverture prochaine. Au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, 139 jeunes diplômés dans 39 filières dans toutes les régions ont été félicités et encouragés au cours d'une cérémonie. Les autorités du secteur invitent les jeunes à privilégier l'orientation dans les écoles professionnelles en vue d'une insertion socio-professionnelle rapide et réussie. Tcherno Ousmane Diallo. Ils ont inscrit leur nom à jamais dans le registre des meilleurs étudiants des écoles de formation professionnelle. Les lauréats de l'enseignement technique cette année, au nombre de 193, dont 44 filles, sont reçus et honorés par les responsables du ministère résolus à revaloriser la formation professionnelle. Une cérémonie qui célèbre le mérite et rappelle l'importance du secteur de l'enseignement technique dans le développement national. Avant tout d'abord, moi je dis grâce à Dieu, parce qu'il m'a donné la force, le courage de tenir jusqu'à de nos jours. Sinon, nouvellement sorti, je ne voulais pas, mais vouloir c'est pouvoir. Je suis très heureuse de tout ce qui sont faits pour moi. Je me sens très heureuse, très contente. J'encourage aussi aux filles de venir faire l'école professionnelle, car l'école professionnelle c'est la meilleure. Dans les écoles professionnelles, c'est la théorie liée à la pratique. Pour encourager spécialement les filles, l'ancienne ministre Hadja Aïchaba débourse 25 millions. Acclamés et présentés aux représentants du secteur privé, les lauréats dans leur ensemble reçoivent des offres de stage assorties des possibilités d'emploi. Nous avons fait des apports autour de 15 stagiaires que nous allons prendre en stage pratique à partir du mois de septembre. Et quand vous avez un métier, je pense que c'est très rapidement d'avoir un emploi. La reconnaissance des efforts de ceux qui se sentent le plus illustrés à l'issue des examens de sortie à l'enseignement technique fait désormais partie de la politique globale de promotion de ce secteur. À l'enseignement technique, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de célébrer les lauréats. C'est une tradition qu'on veut instaurer et perpétuer pour que l'on puisse célébrer à la fois l'excellence dans ce domaine-là, mais aussi encourager de plus en plus de jeunes à opter pour les filières de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Outre les satisfecit, propositions de stage ou divers cadeaux, les lauréats, en fonction des filières et des notes, pourront bénéficier des bourses et poursuivre leur formation à l'extérieur. À l'enseignement technique, cette année, 50 bourses sont mises à disposition. Et puis, ce décret qui vient juste de nous parvenir, décret D 2022-372 PRG, CNRD, SGG, portant dissolution du conseil communal de la commune urbaine de Gawal. Le président de la transition, vu la charte de la transition en date du 27 septembre 2021, décrète, article 1er, le conseil communal de la commune urbaine de Gawal est dissous pour mauvaise gestion et détournement des ressources de la collectivité. Article 2, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est chargé de mettre en place une délégation spéciale pour la conduite des affaires de la collectivité urbaine de Gawal. Article 3, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 11 août 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya.
Décret D 2022-373 PRG, CNRD, SGG portant dissolution du conseil communal de la commune rurale de Djalakoro, préfecture de Mandiana. Le président de la transition, vu la charte de la transition en date du 27 septembre 2021, décrète. Article 1er. Le conseil communal de la commune rurale de Djalakoro, préfecture de Mandiana, est dissous pour mauvaise gestion et détournement des ressources de la collectivité. Article 2. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation est chargé de mettre en place une délégation spéciale pour la conduite des affaires de la collectivité rurale de Djalakoro, préfecture de Mandiana. Article 3. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République à Conakry le 11 août 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. La formation des employés d'une entreprise est indispensable pour améliorer les compétences du personnel. C'est pourquoi l'Office national de formation et de perfectionnement lance 100 formations à travers toute la Guinée. L'exercice a démarré avec 3 banques autour d'une seule thématique, l'accueil client. Moussa Komara. Cette importante formation a pour but de répondre à l'équation accueil client qui reste le talon d'Achille des banques commerciales en Guinée. Chorus Bank, la nouvelle institution bancaire, apprend ici ses employés à maîtriser les fondamentaux du concept et les principes de la relation client pour fidéliser les abonnés et se positionner sur le marché de la concurrence. Cette formation correspond réellement aux besoins que nous avons. Nous venons de démarrer avec des staffs qui viennent de partout, de plusieurs horizons. Et l'objectif, encore une fois, c'est d'harmoniser les pratiques. La définition de l'accueil client, son importance, les bases de la communication ou encore savoir s'adapter aux différents types d'interlocuteurs sont maîtrisés par ces front office qui saluent la philosophie de cette formation. C'est une formation qui est très utile dans la mesure où actuellement là où nous sommes, il faut se démarquer de la concurrence, il faut l'accueil client, l'expérience client, le parcours client. Donc vraiment si on arrive à maîtriser les fondamentaux de l'accueil client, ça va nous démarquer sur le marché. À FBN Bank, l'exercice est le même. Cette institution bancaire espère aussi adapter ses pratiques comportementales aux attentes des clients. Tous conscients qu'aujourd'hui, nous avons un véritable problème d'accueil. On vient au niveau des caisses, au niveau des chargés de clientèle, on n'est pas bien accueillis. L'accueil n'est pas uniquement le fait de sourire, de faire un regard bienveillant, mais ça va au-delà. Au niveau de la prise en charge, la gestion des réclamations, jusqu'à la satisfaction des clients. La relation client joue un rôle primordial dans la stratégie commerciale des entreprises. Optimiser ses qualités relationnelles et offrir une expérience unique à ses abonnés reste un défi important pour Vista Bank. Nous avons initié cette formation pour améliorer cette approche, pour améliorer cette façon d'accueillir les clients, pour améliorer la manière de gérer les clients. À l'issue de cette formation, ces institutions espèrent améliorer leurs relations vis-à-vis des clients. Un pari difficile à gagner pour beaucoup d'observateurs. Comme annoncé au sommaire, que faire pour améliorer la desserte en eau potable à Zérékoré, Lola et Youmou? La problématique de cette denrée vitale réunit les membres du comité de pilotage du projet d'approvisionnement et d'assainissement de ces localités à Conakry. L'objectif est de trouver des solutions pour couvrir les besoins en eau potable des populations. Djaraï Diallo. L'eau est une denrée indispensable au bien-être des populations. En Guinée, malgré la volonté des autorités, certaines zones tardent encore à avoir suffisamment d'eau potable. Les préfectures de Zérékoré, Lola et Youmou en Guinée forestière sont au cœur de ce projet d'approvisionnement en eau potable et assainissement. Les représentants des départements sectoriels concernés se concertent pour une mise en œuvre rapide des activités. La zone du projet, c'est Zérékoré, Lola et Youmou. C'est une zone où il pleut abondamment, mais la qualité de l'eau fait défaut. C'est pour cela que nous nous inscrivons dans une dynamique de réalisation de points d'eau modernes. Le projet participera à l'amélioration du taux de desserte en eau potable des populations, à la réduction de la prévalence des maladies hydriques, au changement de comportement des bénéficiaires
par des actions d'animation et de sensibilisation en vue de contribuer à la productivité par la fourniture durable d'une eau accessible à tous et de bonne qualité. La problématique d'accès à l'eau potable est toujours d'actualité, aussi dans cette partie de la Guinée avec une forte pluviométrie. La mise en exécution de cette action réconforte les élus locaux des villes concernées. Et donc chaque jour que Dieu a fait, il y a le besoin qui se pose. Et quand le besoin se pose, il faudrait que les gouvernants, les élus à la base puissent mettre tout en œuvre pour que ces besoins soient au moins couverts aux 2 tiers. Lancé en 2019, ce projet a connu une lenteur dans son exécution. Sa relance permettra dans un avenir proche de répondre aux besoins des populations. Cette saison des grandes pluies, rien n'est plus important en haute mer que la sécurité. Minimiser les dégâts en cas de naufrage, c'est le souci des autorités. Elles viennent de lancer les opérations de distribution de 45 000 gilets de sauvetage pour les populations des îles de Los et de l'intérieur du pays. Après le port de Boulbiné, nous revenons ce soir sur la journée de sensibilisation des usagers de la mer à Kamsar avec Fodé Camara et Mohamed Aïcha Silla. Kamsar, une cité industrielle qui change de physionomie. Ici, loin de la tranquillité du centre-ville, pour la remise des gilets de sauvetage. Au port de pêche, une matinée ensoleillée, à l'animation inhabituelle. Une forte mobilisation des pêcheurs, des responsables des débarcadères, des mareyeuses et des élus locaux. Je commencerai par remercier tous qui ont apporté un plus pour que notre communauté puisse bénéficier de ces gilets de sauvetage. Et à notre tour, c'est d'exiger le port obligatoire de ces gilets-là. Parce que porter ces gilets-là, ce n'est pas pour éviter des accidents, mais c'est pour minimiser les risques d'accident. Avec ces palettes de l'art chorégraphique des ressortissants léonais et de la communauté Baga, cette effervescence populaire vient saluer et accompagner la campagne de distribution des gilets de sauvetage en cette période de forte pluie et de vagues imprévisibles en haute mer. Des autres débarcadères du littoral jusqu'à la frontière avec la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Ici à Kamsar, la mer est très agitée. Nous avons enregistré des naufrages d'une vingtaine de victimes et même 30 morts après un drame. Aujourd'hui, ces accidents se font rares grâce à l'appui des autorités du secteur maritime et portuaire qui veillent au gré. Sur les 45 000 gilets mis à la disposition des usagers de la mer, ici, 3 500 gilets seront distribués pour faciliter la traversée des populations insulaires. Une des attributions de l'ANAM, c'est la sauvegarde de la vie humaine en mer. Grâce à l'impulsion de M. le Président de la République, le président du CNRD, le colonel Mouadi Doumbouya, nous avons obtenu 45 000 gilets que nous comptons distribuer à la population de façon gratuite. Les gilets ne sont pas à vendre. Nous allons distribuer à la population riveraine. Et nous comptons aussi donner les gilets au long des grands fleuves à l'intérieur du pays, notamment au Guinée, le Milo et autres. Toujours dans le registre de la sauvegarde de la vie humaine en mer, le dispositif du drapeau tricolore doit être respecté à la lettre. Lorsque vous constatez que nous mettons le drapeau rouge, ça veut dire qu'il y a danger. Personne ne peut sortir parce que ce ne sera pas facile. Et lorsque nous hissons le drapeau jaune, c'est qu'il y a risque. Les gens ont tendance à sortir quelque part et d'autre part, c'est la réticence. Et lorsque nous mettons le drapeau vert, ça veut dire que la mer, elle est praticable. Comme aujourd'hui, vous avez vu, il y a le soleil, le drapeau est déjà hissé, c'est le drapeau vert. Donc tous les pêcheurs sont appelés à sortir, non seulement pour aller vaquer à leur activité, mais aussi assurer la sécurité de tous ces passagers qui vont se déplacer d'un point A à un point B. En cas de naufrage, ces gilets de sauvetage permettent aux usagers de flotter en mer jusqu'à plus de 72 heures. Après les ports de pêche de Boulbiné et de Kamsar, cette campagne de distribution des gilets et de sensibilisation sur la sécurité maritime et fluviale va se poursuivre au niveau des autres voies navigables du pays.
Restons encore dans ce registre. Au-delà des naufrages en mer, les pluies diluviennes qui ont arrosé la capitale Conakry ont provoqué des inondations et d'autres dégâts matériels dans certains ménages. Conséquence, à Koronti, dans la commune de Kaloum, les compartiments d'une maison viennent de s'écrouler. Pas de perte en vie humaine, mais de nombreuses familles risquent de passer la nuit à la Belle Étoile. Fodé Camara, Nabi Camara, reportage. À proximité du gouvernorat à Koronti, Colombie, pour être plus précis, la nuit du mercredi et toute la matinée de ce jeudi ont été éprouvantes pour les membres de ces familles. Les compartiments de cette maison, située à proximité d'un grand chantier de construction, se sont effondrés. Une dizaine de familles risquent de passer la nuit à la Belle Étoile. Moi, je suis logé là, ça fait plus de 30 ans, je suis là-bas, quoi. Mais il y avait des fissures dans la maison là. On a averti jusqu'au hier nuit. Dans la bande de 21h, 22h, j'ai entendu des mouvements là. J'avais sorti mes habits, quelques habits au salon avec Matoula. Mais 4h du matin, j'ai entendu des mouvements. Donc je me suis précipité à aller voir. J'ai vu le plafond et descendre, le mur en train de descendre petit à petit. Donc à 9h, ma femme est partie au travail. Bon, moi ici avec les enfants, j'ai entendu du bruit encore là. L'enfant pleurait, j'ai appris de l'enfant. Je voulais le changer de l'enfant, mais malheureusement, j'ai entendu des bruits. Le mur est parti, quoi. Donc, même les habits et le couche, quoi, j'ai sorti d'aller confier les enfants d'abord là. Ma mire est tombée là avec le lit, quoi, là, tout l'accessoire est parti, quoi. Sincèrement, depuis avant-hier, on est là parcouru des chefs de quartier. Bon, il y avait un jeune de la jeunesse qui est venu, hélas. Moi, je l'ai averti. Même hier, je suis parti, je dis, hélas, le mur est en train d'aller. Et ce matin, donc, le mur est tombé, on est parti voir le chef de quartier. Jusqu'à présent, là où je suis, moi, je n'ai pas vu de chef de quartier à côté de moi de dire un mot. Aux allures de piscine à ciel ouvert, ce chantier est pointé du doigt par le voisinage. Principaux griefs formulés, la mauvaise qualité du remblayage et le sol qui ne serait pas approprié pour de tels chantiers de construction des étages. Ce chantier-là même, c'est la cause de notre accident. Parce que le monsieur là, il y a eu plus de 2 ou 3 ingénieurs qui sont venus, on les a alertés. Chaque fois que vous venez travailler, on vous dit, ah, le sol là n'est pas compatible pour construire des buildings de 5 à 8 étages. Ces dégâts relancent le débat sur la gestion judicieuse des travaux de construction des étages. Si certains réussissent, d'autres provoquent des drames. Dans un passé récent, toujours à Koronti, un étage en construction s'est effondré, faisant 2 victimes. Dans la préfecture de Forêt-Caria, après l'assainissement, l'accent est mis sur le reboisement. L'opération pilotée par les autorités locales a porté sur la restauration de la forêt classée de Saraboli à Farmoria. Reportage Moussa Bangoura. L'initiative présidentielle au compte de la réforestation fait du chemin dans le pays. Pour la préfecture de Forêt-Caria, c'est dans la forêt classée de Saraboli à Farmoria que la campagne de reboisement a été lancée. Population, services de l'environnement et autorités locales étaient tous mobilisés pour la circonstance. Nous demandons au nom du ministre de l'Environnement et du Développement durable l'implication des partenaires, des ONG, la population à s'investir dans le reboisement et à protéger. Nous, la direction préfectorale de l'environnement de Forêt-Caria, engage dans notre mission régalienne, sera toujours protégé. Un Guinéen, un arbre planté et protégé est le thème retenu cette année par le gouvernement. Cet exercice de protection de la biodiversité consiste à reboiser 15 hectares dans la préfecture. Nous plantons pour qu'il y ait la forêt, mais pas que nous serons encore la base de destruction de notre forêt. Je vous en prie, chers collègues, je dirais à monsieur le directeur de eau et forêt de veiller strictement sur ces bases. Sur ce, je vous invite à être à mon côté pour que Foucault soit une forêt dense. Cette forêt classée de Saraboli fait frontière avec la Sierra Leone. Des sensibilisations ont été faites à l'endroit des riverains et des services compétents pour veiller sur ces sites en vue de sauvegarder l'écosystème.
Dans l'actualité également, lutte contre la désertification des rives du fleuve Concoré et le col de Louba pour soigner les conséquences du déboisement sur la santé des écosystèmes. Plusieurs plants de mélina sont plantés pour créer des éléments essentiels à la vie de la nature. Alpha Agaba. Sur le fleuve Concoré sont construits Kaleta et Swapiti, deux grands barrages hydroélectriques les plus importants du pays. À côté, plusieurs préfectures dont Télémélé. Au-delà de la sensibilisation des riverains, de nombreuses actions sont en train d'être menées pour la protection du couvert végétal. Le reboisement est une des actions phares des autorités préfectorales de Télémélé. Le choix de ce site, vous savez, Louba est une forêt classée. Donc nous avons préféré concentrer nos actions sur le flanc droit de cette forêt classée dans l'intention de cadrer, de limiter la forêt classée pour ne pas qu'il y ait incursion dans les années prochaines. On est là pour faire le lancement officiel du reboisement recommandé par le président de la République. Et nous remercions le gouvernement et on me charge de dire à ce gouvernement que les populations de Télémélé adhèrent objectivement à leur programme. La population ressent l'aisance, tout est pris en charge par rapport aux objectifs fixés par les populations de Télémélé. Cette campagne de reboisement s'est faite sous le col de Louba dans Gogoudjé et sur les rives du fleuve Concoré dans la préfecture de Télémélé. Ici, de nombreux plants de mélina sont mis en terre sur plusieurs hectares. Nous, à Télémélé, en ce qui nous concerne, nous avons réalisé plusieurs hectares et aujourd'hui, nous avons appelé aussi les personnes concernées pour venir lancer officiellement au compte de la préfecture de Télémélé. Mais avant le lancement, d'abord, il y avait eu encore des sensibilisations auparavant pour les faire comprendre que nous devrons réellement lutter contre le réchauffement climatique et préserver l'environnement. Après la sous-préfecture de Gogoudjé et ici sur les rives du fleuve Concoré, d'autres sites aussi de la préfecture de Télémélé connaîtront des actions similaires de restauration du couvert végétal par les autorités préfectorales de Télémélé. À Mamou, des points focaux des directions préfectorales en formation sur la couverture vaccinale. Cette formation permet d'approfondir les connaissances pratiques sur les vaccinations et aussi de les aider à mettre en place des stratégies visant à améliorer la couverture vaccinale. Mamadou Paté-Baldé. Le gouvernement guinéen poursuit le renforcement des capacités des agents de santé en matière de couverture vaccinale. Pour y arriver, l'UNICEF accompagne le ministère de la Santé dans la mise en œuvre de ce vaste programme. À Mamou, des points focaux de communication et de promotion de la santé du pays sont en formation sur la couverture vaccinale et la lutte contre les maladies épidémiologiques. Ce serait vraiment l'opportunité pour les participants de renforcer leurs connaissances dans le domaine surtout de la promotion, de la communication adaptée pour bien sûr améliorer les indicateurs de la couverture vaccinale des enfants. Pilotée par la Direction générale de la radio rurale de Guinée, cette formation permettra d'améliorer les conditions sanitaires des populations en les épargnant des différentes maladies épidémiologiques qui sillonnent dans leur localité. L'UNICEF a mis à la disposition de la radio rurale des moyens, mais aussi des personnes aux ressources afin de renforcer la capacité des agents de santé en matière de la communication. Et vous savez que dans toutes choses, il faut qu'il y ait la communication parce qu'aujourd'hui, nos pays sont confrontés à des différentes maladies. Donc il faut former et informer les agents de la santé pour qu'ils puissent vraiment atteindre l'objectif. L'objectif visé par le ministère de la Santé et ses partenaires est d'assurer une large couverture de tous les enfants et que toutes les pratiques familiales soient respectées par toutes les communautés à travers le pays. Malgré tous les efforts que nous sommes en train de faire pour la vaccination, mais malheureusement, il y a des familles aujourd'hui qui n'arrivent pas encore à intégrer le message pour que les enfants soient complètement vaccinés ou bien qu'ils reçoivent même leur première dose. Dans cette démarche, l'UNICEF compte apporter tout son soutien au gouvernement de la transition en vue d'encourager les communautés à adhérer à ce programme pour le bien-être des femmes et des enfants.
Célébration demain 12 août de la Journée internationale de la jeunesse. Cette année, la solidarité intergénérationnelle est au centre des échanges. Cette journée permet non seulement de déceler les maux qui freinent leur épanouissement, mais aussi de mettre en exergue le talent des jeunes qui se démarquent dans la société. Diamokaba. La célébration est annuelle, un rituel scrupuleusement respecté depuis 24 ans. La Journée internationale de la jeunesse est un moment de sensibilisation pour faire face aux difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes à travers le monde. Demain vendredi, ils sont à l'honneur pour défendre leur cause. La République de Guinée réaffirme encore son plein engagement pour donner de nouvelles opportunités à sa jeunesse. Comme nous le savons tous, le 12 août est la Journée internationale de la jeunesse. Cette journée est importante pour plusieurs raisons. Nous savons tous aujourd'hui que la jeunesse est une force vive pour tous les pays du monde, et plus particulièrement pour la Guinée, puisque nous savons tous que 77,5% de la population a moins de 35 ans. Évidemment, cette force est énorme pour un pays, pour un continent, et à travers le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, président de cette dynamique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, cette nouvelle dynamique qui veut incarner évidemment cette jeunesse, nous avons compris que cette force, nous devions évidemment la renforcer et en faire une vraie priorité. Cette année, le dialogue intergénérationnel sera au cœur des enjeux de la célébration. Les autorités du ministère de la Jeunesse et des Sports se repositionnent pour façonner l'avenir de la jeunesse guinéenne en lui offrant des compétences nécessaires. Nous avons, nous, à travers mon département, le ministère de la Jeunesse et des Sports, nous avons compris aussi qu'évidemment, nous devions accompagner cette jeunesse à travers la formation, à travers notamment l'entrepreneuriat, à travers aussi des outils que nous mettons en place pour pouvoir permettre à cette jeunesse de canaliser son énergie en pratiquant du sport. La ville de Dalaba est choisie cette année pour abriter les festivités de la Journée internationale de la jeunesse. Plusieurs activités sont déjà planifiées pour accompagner les engagements de l'État. Religion pour finir cette édition tenue de la 37e session biblique et humaine de la commission diocésaine de la jeunesse de Conakry. La rencontre a permis la formation de plus de 517 jeunes sur les principes de la Bible, la famille, le respect de l'être humain et la promotion de la paix. Reportage à Saint-Martin-Fancenadono. Kendoumaya, depuis l'installation des frères et religieuses de Saint-Jean, la localité est fréquentée par de nombreux fidèles catholiques. La présence des jeunes de l'archidiocèse de Conakry sur le site ne passe pas inaperçue. 517 jeunes sont mobilisés. Ils participent à la session biblique et humaine, un rituel qu'ils effectuent il y a 37 ans. Nous avons notre reconnaissance à Dieu le Père qui nous a permis de vivre ces moments en compagnie de son Fils sous la mouvance de l'Esprit Saint. Nous avons vécu 10 jours intenses où nous avons appris à rencontrer Jésus-Christ, à le connaître, à l'aimer, à le suivre, à le choisir. Nous voulons lui dire merci pour cette grâce. N'acceptez donc pas, chers jeunes, de devenir des jeunes casseurs, comme nous en avons de plus en plus dans nos villes et nos villages. Des jeunes casseurs, souvent au nom d'une démocratie importée, au nom d'une démocratie inhumaine, au nom d'une démocratie qui ne tient pas compte, qui ne respecte pas les commandements de Dieu. Prêtres, religieuses, laïcs et responsables catholiques enseigne à ces jeunes le vivre ensemble, la vie religieuse, le respect de l'être humain et de la nature, ainsi que la préservation des biens publics. Parmi les participants, certains jeunes et encadreurs se sont illustrés. Parmi eux, Dominique Mamadi Biavougui, de la paroisse Notre-Dame des Monts Carmel d'Amdalaï. Il est sacré, meilleur responsable des dortoirs. En tant que jeune, ça me permet d'abord d'être en communauté avec d'autres jeunes qu'on ne se connaissait pas, être là ensemble, dormir, souffrir ensemble, faire les travaux, les charges, c'est-à-dire les trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire à la maison ensemble. Vraiment, c'est très fructueux. En même temps, nous permet de connaître la parole de Dieu qui est la Bible.
Outre la remontée des rapports sur le fonctionnement des structures des jeunes au sein des paroisses, Monseigneur Vincent Koulibaly est à l'écoute des différentes délégations des jeunes. Sans tabou, le dialogue est franc. L'exercice lui a permis de comprendre davantage les problèmes qui assaillent le mouvement de la jeunesse catholique et d'envisager des solutions. Ici, des satisfecit sont décernés à certains responsables des jeunes, aux organisations des femmes servantes, aux frères de Kendoumaya et aux prêtres formateurs pour leur engagement en faveur d'une jeunesse diocésaine plus responsable et utile à sa communauté. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Makale Souman pour d'autres pages d'informations. D'ici là, passez de bons moments en compagnie des programmes de la télévision nationale. À très vite.